Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger au cœur de Plus belle la vie, épisode 484, un épisode d'une densité exceptionnelle, où chaque silence, chaque regard et chaque décision semblent pouvoir faire basculer des vies entières. Tout commence à l'hôpital de Marseille, dans cette chambre stérile où Charles Duvivier repose, immobile, suspendu entre deux mondes. Autour de lui, les machines respirent à sa place, comme si elles tentaient de retenir le temps avant qu'il ne révèle enfin ce qui s'est réellement passé dans sa maison. Ce coma n'est pas seulement un état médical, c'est la clé de toutes les peurs, de toutes les manipulations qui se nouent dans l'ombre. Car pendant que Charles lutte pour survivre, au commissariat, la vérité est malmenée. Baptiste, le visage marqué, est interrogé sans relâche. On l'accuse, on le presse, on lui renvoie chaque pièce du puzzle au visage, la bague qu'il a tenté de revendre, ses blessures, sa présence sur les lieux. Tout semble l'accabler. Et pourtant, derrière ses yeux fatigués, une certitude demeure, quelqu'un l'a piégé. Quelqu'un a soigneusement aligné les pièces pour le faire tomber. Et ce quelqu'un pourrait bien être plus proche qu'on ne le pense. Simultanément, une autre bataille se joue. Chloé, elle aussi, se retrouve dans la tourmente. Convoquée, questionnée, soupçonnée, elle tente de tenir tête à Morgane. Mais face à la perfidie de Géraldine et Yann, qui orchestrent chaque accusation comme des stratèges impitoyables, elle vacille. Ils construisent leur récit, étouffent la vérité, et peu à peu, Chloé se retrouve seule, entourée d'ombres qui la désignent comme coupable idéale. Sa détresse, personne ne veut l'entendre jusqu'au moment où elle atteint un point de rupture irréversible. Mais ce n'est pas la seule zone de tempête. Au cabinet bataille, Apolline découvre enfin ce qu'Alice lui cachait depuis des jours. L'affaire Octalie n'était pas une simple procédure, mais une guerre froide menée contre Vanessa Kepler. Une guerre personnelle, toxique, calculée. Apolline réalise qu'elle a été utilisée, manipulée, enrôlée dans un affrontement où la morale ne pèse rien face à l'ambition et à la stratégie. Elle comprend qu'en suivant Alice, elle ne marchera plus jamais dans une zone claire, mais elle n'a plus le droit de fermer les yeux. Et pendant qu'Apolline prend conscience de la machine infernale dans laquelle elle s'est engagée, l'Empire Kepler, lui, vacille. Lorsque Vanessa arrive dans ses bureaux et se retrouve face à Ulysse et au parquet financier, tout s'écroule. Les serveurs sont saisis, les portes s'ouvrent, les secrets se referment. Ulysse, impuissant, doit admettre qu'il ne peut plus la défendre. Entre eux, en un instant, tout se brise. C'est la chute d'une reine, le début d'une guerre judiciaire et peut-être la fin d'une famille. À la résidence Massalia, la vie tente de garder un semblant de normalité. Boé, Nebou, Noémie, Vadim, Lucie on rit, on se serre les coudes, on cherche un peu d'air dans le chaos ambiant. Mais même ces instants de légèreté portent en eux une tension sous-jacente, comme si chacun savait que le Mistral tout entier est en train de glisser vers quelque chose de plus sombre. Puis vient la scène la plus poignante de l'épisode. À la sortie de l'école, Chloé, épuisée, acculée, brisée de l'intérieur, tente un geste désespéré, partir avec Elena, fuir avant que tout ne lui soit arraché une fois pour toutes. C'est le geste d'une mère au bord du gouffre, une tentative désespérée de reprendre le contrôle d'une vie qu'on lui vole jour après jour. Mais les sirènes retentissent. Et devant les yeux de Luna, horrifiée, la police intervient. Elena pleure, Chloé se brise, et le monde s'effondre autour d'elle. Le sol se dérobe. La loi s'impose. Et une mère se retrouve à genoux, arrachée à sa propre fille. Cet épisode 484 ne raconte pas simplement une enquête. Il expose la mécanique implacable du mensonge, les ravages de la manipulation, l'implosion des relations, et la chute lente mais inévitable de plusieurs empires, qu'ils soient familiaux, personnels ou professionnels. C'est un épisode charnière, un épisode qui marque un avant et un après. Préparez-vous, le Mistral n'a pas fini de brûler. À l'hôpital de Marseille, une chape de silence écrase la chambre stérile où repose Charles Duvivier, plongé dans le coma. Relié à des machines, plongé dans le coma, son état reste incertain. Autour de lui, les policiers s'activent. Le mystère plane encore sur ce qui s'est réellement passé dans sa maison. Pendant ce temps, au commissariat, la tension monte d'un cran. Dans la salle d'interrogatoire, Baptiste Marcy fait face à Idriss.
Le jeune homme a un œil au beurre noir, des marques visibles sur le visage. Vous comprenez dans quelle situation vous êtes, Baptiste? Lance Idriss, d'un ton ferme. Baptiste garde la tête baissée. Je ne l'ai pas agressé. Je suis arrivé après. Et cette bague? Coupe Idriss. Le joaillier vous a identifié formellement comme la personne ayant tenté de la revendre. Oui, parce que Chloé me l'a donnée. Elle pensait que ça l'aiderait financièrement. Je ne savais pas qu'elle appartenait à Duvivier. Idriss reste impassible, mais le doute persiste dans son regard. Vous réalisez que tout vous accable? Vous avez les blessures, le mobile, et la bague. Baptiste le fixe, épuisé. Je vous dis que je n'ai rien fait. Quand je suis arrivé, Charles était déjà au sol. J'ai paniqué. J'aurais dû appeler tout de suite. Quelques mètres plus loin, dans un autre bureau, Morgane interroge Chloé. La jeune femme, les traits tirés, garde la tête haute malgré la tension. Vous travaillez chez Charles Duvivier depuis combien de temps? 6 mois. J'aidais à la gestion des stocks et à la communication. Plusieurs témoins affirment que vous vous disputiez souvent avec lui. Chloé se crispe. Parce qu'il voulait tout contrôler. Mais jamais je ne lui aurais fait de mal. Morgane l'observe un instant, puis reprend calmement. On vous soupçonne de l'avoir manipulé notamment pour récupérer cette bague. Chloé se redresse, furieuse. C'est absurde. Je n'ai rien manipulé du tout. Charles m'aimait bien, il me faisait confiance. C'est Géraldine et Yann qui ont tout monté. Mais Morgane reste prudente. Le puzzle est encore flou, et les versions s'entrechoquent. À la résidence Massalia, l'ambiance contraste brutalement avec la tension du commissariat. Jean-Paul Boé et Patrick Nebout, hébergés temporairement, tentent tant bien que mal de s'adapter à la vie communautaire sans grand succès. Dans la chambre exiguë, Lucie tourne en rond, excédée. Papa, c'est quoi cette vie de merde? Tu ronfles, t'as toujours ton téléphone qui sonne, et j'ai même plus d'espace pour moi. Boé soupire, fatigué. C'est temporaire, ma puce. Le temps que les travaux se terminent. Temporaire, ça fait déjà 3 semaines. Rétorque-t-elle, hors d'elle. De l'autre côté du couloir, Noémie entend la dispute depuis la cuisine. Elle échange un regard compatissant avec Patrick, qui lâche dans un sourire ironique. On dirait qu'ici, le calme, c'est une légende. Entre le drame du commissariat et les tensions du quotidien à la résidence, le Mistral est plus que jamais à feu et à sang et tout laisse penser que le mystère du Vivier ne fait que commencer. Dans les bureaux feutrés du cabinet Bataille, la tension est palpable. Le tic-tac discret d'une horloge résonne comme une provocation dans le silence. Apolline entre, le regard déterminé, tenant un dossier contre elle. Alice Bataille, assise derrière son bureau, lève à peine les yeux de son écran. Je peux savoir pourquoi vous avez fouillé dans mon ordinateur? Lâche Apolline d'une voix glaciale. Alice se fige, puis lève calmement le regard vers elle. Pardon? Ne jouez pas à ça. J'ai compris que toute cette histoire avec Vanessa Kepler, c'était personnel. Vous cherchez à la détruire, et vous vous servez de moi pour y arriver. Alice esquisse un sourire ironique, se lève lentement et contourne son bureau. Apolline, je crois que vous regardez trop de séries policières. Ce que vous appelez « fouiller », c'est ce qu'on appelle faire son travail. Et ce que vous prenez pour une vengeance, c'est simplement de la stratégie. Apolline ne se démonte pas. Stratégie ou pas, vous manipulez tout le monde. Vous m'avez fait croire que c'était une simple affaire financière alors que vous préparez une attaque personnelle contre Kepler. Alice la fixe droit dans les yeux, son ton devient plus tranchant. Ce que je prépare, c'est une victoire. Et si vous me suivez, cette victoire fera décoller mon cabinet et votre carrière avec. Vous ne comprenez pas encore la chance que vous avez. Apolline croise les bras, méfiante. Une chance? Vous êtes en train de déclencher une guerre, maître. Et si tout ça explose, je tomberai avec vous. Alice s'avance, la voix plus basse, presque menaçante. Alors restez de mon côté.
Parce que si vous décidez de me trahir, je vous jure que vous le regretterez. Le silence retombe. Apolline la regarde longuement, consciente qu'elle vient de franchir une ligne. Puis, calmement, elle répond. Je ne vous trahirai pas. Mais je ne veux plus qu'on me cache quoi que ce soit. Si je reste, ce sera les yeux ouverts. Alice esquisse un sourire satisfait, presque carnassier. Parfait. Alors bienvenue dans le vrai monde, Apolline. Celui où la morale ne fait pas gagner les procès. Apolline détourne le regard, troublée. Elle sait qu'en restant, elle vient d'entrer dans une zone grise, celle où la vérité se tord pour servir le pouvoir. Dans l'appartement des Marcy, la tension est encore à son comble. Baptiste, le visage marqué par la fatigue et un œil au beurre noir, pousse la porte. Thomas et Gabriel se lèvent d'un bond, soulagés de le voir enfin libre. « Mon Dieu, enfin !» s'exclame Thomas en le serrant dans ses bras. On s'est fait un sang d'encre. Gabriel, plus réservé, le scrute attentivement. « Qu'est-ce qu'ils t'ont dit au commissariat ? Tu es officiellement hors de cause ? » Baptiste secoue la tête, les mâchoires serrées. « Non. Ils n'ont rien de concret, mais ils me tiennent à l'œil. C'est un complot, j'en suis sûr. » Thomas fronce les sourcils. « Un complot ? Contre toi ? » « Oui. » répond Baptiste, excédé. Tout s'aligne trop bien, la bague, l'accusation de vol, le passage à tabac de Duvivier. Quelqu'un essaie de me faire porter le chapeau. Et je parie que Géraldine est derrière tout ça. Gabriel échange un regard inquiet avec Thomas. Baptiste, fais attention à ce que tu dis. Tant que Duvivier n'est pas sorti du coma, tout le monde est suspect. Baptiste hausse la voix. Justement. C'est bien ça le problème. Ils savent que je n'ai rien fait, mais ça les arrange de me faire passer pour le coupable. Thomas tente d'apaiser les tensions. Écoute, on va faire bloc, d'accord ? On ne te lâche pas. Mais promets-moi une chose, ne fais rien de stupide. Baptiste détourne le regard, le visage fermé. Je veux juste la vérité. Et je la trouverai. À l'hôpital, Bahram referme le dossier médical tandis que Géraldine et Yann jouent la comédie du couple inquiet. Bahram referme le dossier médical, tandis que Géraldine et Yann jouent la comédie du couple inquiet. Docteur, est-ce qu'il va s'en sortir ? Demande Géraldine d'une voix douce, presque tremblante. Bahram, professionnel, garde un ton neutre. Il a subi une hémorragie cérébrale. D'après les premiers examens, il a dû faire un malaise et sa tête a violemment heurté le sol. Yann prend un air grave. Mon Dieu, c'est terrible. Est-ce qu'il risque d'avoir des séquelles ? Enchaîne Géraldine, faussement bouleversée. Bahram hésite, puis répond avec prudence. C'est trop tôt pour le dire. Nous avons stoppé l'hémorragie, mais il est encore sous assistance respiratoire. Il faut attendre les résultats neurologiques dans les prochaines heures. Géraldine hoche la tête, le visage fermé, tandis que Yann pose une main compatissante sur son épaule. Merci, docteur. On compte sur vous. Quand Bahram quitte la pièce, leur masque tombe. Géraldine souffle, glaciale. Tant qu'il ne parle pas, tout va bien. Yann approuve, le regard dur. Oui. Mais s'il se réveille, on est mort. Un silence lourd s'installe. Dans le fond, le respirateur continue de siffler à intervalles réguliers, comme un compte à rebours suspendu entre la vie et la vérité. Dans le hall du cabinet d'Ulysse Kepler, la tension est palpable. Apolline attend, droite, nerveuse, son dossier serré contre elle. Lorsque l'avocat sort de réunion, elle s'avance sans détour. Ulysse, il faut que je vous parle. C'est important. Intrigué, il referme la porte derrière lui. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez l'air bouleversé. C'est à propos d'Octalie. Le nom tombe comme un coup près. Ulysse fronce les sourcils. Quoi, Octalie ? Ne me dites pas que... Si. La juge Colbert instruit le dossier. Votre mère est directement visée. Un silence s'abat. Ulysse recule légèrement,
les yeux perdus dans le vide. Comment vous le savez? Je travaille avec Alice Bataille. Elle ne me dit pas tout, mais j'ai compris qu'elle monte une action contre Vanessa Kepler pour délit d'initié. Et maintenant que le parquet financier est saisi, les choses vont aller très vite. Ulysse, choqué, s'assoit au bord du bureau. Donc, tout ce qu'Alice préparait c'était pour attaquer ma mère. Oui. Et elle a rassemblé des preuves solides. Apolline lui tend un dossier. J'ai imprimé ce que j'ai pu avant de partir. Je ne devrais même pas vous le donner, mais vous avez le droit de savoir. Il la regarde, sincère. Merci, Apolline. Vous venez peut-être de m'éviter une catastrophe. Elle hoche doucement la tête, déjà sur le départ. J'espère juste que ce n'est pas trop tard. Et sur ces mots, elle s'éloigne sans se retourner, laissant Ulysse seul, le regard rivé sur le nom Vanessa Kepler en haut du dossier. Du côté de la résidence Massalia, le quotidien reprend son cours, plus paisible. Dans le salon commun, Lucie s'applique sur ses devoirs, la tête penchée sur un cahier de mathématiques. 6 sur 4 ça fait quoi déjà? Marmonne-t-elle. Noémie arrive avec un grand sourire et s'installe à côté d'elle. Des fractions, hein? C'est la plaie de tous les écoliers. Tu veux un coup de main? Lucie hoche la tête, soulagée. Quelques minutes plus tard, Jean-Paul Boé arrive, les bras chargés de courses. Salut les filles. Alors, ça bosse dur? Noémie se tourne vers lui, un air malicieux. Justement, j'allais te proposer quelque chose. Si Lucie veut, elle peut venir squatter ma chambre de temps en temps pour réviser. Elle sera plus tranquille que dans le couloir. Jean-Paul, attendri, sourit immédiatement. Si ça ne te dérange pas, moi je dis oui. Parce qu'entre mes appels et mes ronflements, la pauvre n'a plus de calme depuis des semaines. Lucie éclate de rire. Merci Noémie. T'es trop gentille. Un peu plus tard, Vadim, témoin de la scène, interpelle Noémie. Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Tu n'as déjà pas beaucoup de temps pour toi. Elle hausse les épaules, un sourire sincère aux lèvres. Parce que je suis un peu la nounou de cette résidence, non? Et puis, quand on vit tous ensemble, c'est normal de s'entraider. Vadim la regarde, ému. Dans ses yeux, on lit une bienveillance rare, celle de Noémie, l'âme du Mistral, toujours prête à veiller sur les autres même quand personne ne lui demande. Dans les locaux modernes et aseptisés du groupe Octali, l'ambiance est électrique. Les néons froids contrastent avec le chaos soudain qui règne, agents en costume, dossiers saisis, ordinateurs débranchés. Vanessa Kepler entre dans son bureau, blême, talons claquant sur le sol. Et là, elle s'arrête net, Ulysse est déjà là mais il n'est pas seul. Boé, accompagné de 2 officiers du parquet national financier, lève la tête. Madame Kepler? Commissaire Boé, police judiciaire. Nous intervenons dans le cadre d'une commission rogatoire. Vanessa, stupéfaite, tente de reprendre contenance. Pardon? Une commission rogatoire? Pour quelle raison? Boé sort un document officiel. Le parquet financier a été saisi. Votre société est visée pour complicité de fraude fiscale et délit d'initié. Nous devons procéder à la saisie de vos serveurs et de tous les documents comptables. Vanessa serre les dents, son regard glisse vers Ulysse, qui semble dévasté. Ulysse, tu étais au courant? Il secoue la tête, abasourdi. Je viens d'apprendre ce qui se trame. Apolline m'a prévenu ce matin. Mais là, je n'avais pas imaginé que c'était déjà en marche. Un silence lourd s'installe, brisé par un agent qui range les disques durs dans des sacs scellés. Vanessa, la voix tremblante. Tu es mon avocat. Tu dois m'aider à gérer cette situation. Mais Ulysse détourne les yeux, gêné. Je ne peux pas, Vanessa. J'ai des parts dans Octali. Légalement, je suis en conflit d'intérêts. Je ne peux plus te représenter. Vanessa le fixe, glacial. Tu me lâches, toi aussi. Boé intervient calmement. Madame Kepler, vous êtes invitée à nous suivre pour une audition libre.
Elle attrape sa veste, le regard vide. Ulysse, impuissant, la regarde s'éloigner, escorté par les policiers. Dans ses yeux, un mélange de colère et de tristesse, le château Kepler vient de s'effondrer. Sur la terrasse, Lucie révise tranquillement quand Vadim s'approche avec son air de faux sérieux. Salut la jeune prodige. Dis-moi, combien tu gagnes en ce moment avec tes soirées pyjama? Lucie le regarde, méfiante. 0, pourquoi? Vadim sort un billet de 20 € de sa poche. 20 €, et tu promets d'arrêter les soirées pyjama avec Noémie. Lucie écarquille les yeux. Attends, c'est toi le mec dont elle m'a parlé? Le type qui boit du thé bio et fait du yoga avec ses chaussettes trouées? Vadim reste bouche bée, pris au dépourvu. Je crois que oui. Lucie éclate de rire et lève les mains. Alors là, non merci. Je ne vends pas mes soirées contre 20 €, surtout pour t'éviter. Elle se lève, amusée, et file retrouver Noémie à la cuisine. Dis donc, t'as vraiment mauvais goût en garçon. Noémie, rouge jusqu'aux oreilles, rit en coin. Oh, parce qu'à ton âge, t'es déjà critique amoureuse maintenant? Lucie hausse les épaules, malicieuse. Je dis juste que pour un mec, il fait plus peur qu'un contrôle de maths. Noémie éclate de rire, tandis qu'au loin, Vadim, vexé, marmonne pour lui-même. Même les gamines me respectent plus, maintenant. Une parenthèse pleine d'humour dans un Mistral où les affaires sérieuses ne manquent pourtant pas. Au commissariat du Mistral, la tension monte d'un cran quand Géraldine franchit la porte, vêtue d'un tailleur impeccable, mais le visage tendu. Elle se dirige droit vers le bureau d'Idriss, qui relève la tête, surpris de la revoir aussi vite. Madame Duvivier? Encore vous? Oui, lieutenant. Et cette fois, il s'agit d'un vol beaucoup plus grave que la bague. Idriss soupire, déjà sur la défensive. Je vous écoute. Géraldine dépose un dossier sur la table, soigneusement préparé. J'ai fait l'inventaire complet des collections de mon oncle, avec l'aide de son assistant. Plusieurs pièces de grande valeur ont disparu. Des créations uniques. J'estime le préjudice à environ 100 000 €. Idriss lève un sourcil, surpris. 100 000 €? Vous êtes sûr de vous? Absolument. Et je tiens à signaler qu'il n'y a aucune trace d'effraction. Quelqu'un qui avait accès à la maison s'est servi. Il note calmement ses propos. Vous avez une idée de qui ça pourrait être? Elle marque une pause, puis plante son regard dans celui du policier. Oui. Chloé. Idriss se redresse, surpris. Chloé? Sur quoi vous vous basez? Sur le fait qu'elle a profité de la confiance de mon oncle. Elle travaillait chez lui, elle connaissait les lieux, et elle avait accès à tout. Et je vais être franche avec vous, lieutenant, elle avait besoin d'argent. Idriss fronce les sourcils. Comment ça, besoin d'argent? Géraldine jette un regard à Yann, venu la rejoindre à cet instant. Parce qu'elle attend un enfant de Yann. Idriss reste figé une seconde. Pardon? Yann intervient aussitôt, prenant un ton faussement grave. C'est vrai. J'ai appris récemment que j'étais le père de sa fille, Elena. Mais Chloé m'a demandé de l'argent. Elle voulait qu'on l'aide financièrement. Géraldine et moi avons refusé. Géraldine poursuit, jouant la comédie à la perfection. Et peu de temps après, les bijoux ont disparu. Vous ferez le lien vous-même. Idriss les observe tour à tour, son regard méfiant. Vous comprenez bien que vos accusations sont graves? Je ne fais qu'exposer les faits. Répond Géraldine d'un ton glacial. Et si Chloé a profité de la faiblesse de mon oncle, je veux qu'elle en réponde devant la loi. Idriss ferme lentement son carnet, sans rien ajouter. Le silence s'installe, pesant. Quand Géraldine et Yann quittent le commissariat, un sourire complice glisse sur leur visage. Leur piège se referme, impeccable, cruel et calculé, laissant Chloé seule, à nouveau accusée d'un crime qu'elle n'a peut-être pas commis. La scène s'ouvre à la sortie de l'école primaire, sous un soleil blafard. Les cris des enfants résonnent, insouciants, tandis que Chloé attend à distance, dissimulée derrière la grille.
ses mains tremblent légèrement, son regard fixé sur une seule silhouette, Elena, son enfant, qui rit avec ses camarades, cartable sur le dos. Quelques mètres plus loin, Luna la rejoint, essoufflée. Chloé! Qu'est-ce que tu fais ici? Chloé ne répond pas tout de suite, les yeux brillants. Je vais la récupérer. Je ne peux plus la laisser dans ce cauchemar. Luna pâlit. Non, non, tu ne peux pas faire ça. Tu sais très bien que c'est illégal. Si tu l'emmènes maintenant, tu franchis la ligne. Chloé secoue la tête, la voix brisée. Ils vont me la prendre, Luna. Yann, Géraldine, même Charles, ils vont me la voler, comme ils m'ont tout volé. Je préfère partir avec elle, quitte à tout perdre. Tu ne vas rien arranger en fuyant? Insiste Luna, désespérée. Ce n'est pas la solution, Chloé. Mais la jeune mère est déterminée. Elle voit Elena sortir du portail et l'appelle doucement. Ma puce. Viens, on rentre à la maison. La petite accourt, ravie de voir sa mère, ignorant tout du drame qui se joue autour d'elle. Chloé la serre contre elle, les larmes aux yeux. On va partir un peu, d'accord? Juste toi et moi. Luna tente de la retenir par le bras. Chloé, je t'en supplie, ne fais pas ça. Si tu pars, ils ne te la rendront jamais. C'est déjà le cas. Murmure Chloé, d'une voix éteinte. Elle prend la main d'Elena et commence à s'éloigner. Mais à ce moment précis, des sirènes retentissent au loin. Luna se fige. Chloé comprend immédiatement. Elle serre un peu plus fort la main de sa fille, paniquée. Elena, ne lâche pas maman, d'accord? Une voiture de police s'arrête brusquement. 2 agents en sortent, suivis d'Idriss, visiblement tendu. Chloé Duvivier? Police nationale. Laissez la petite. Chloé secoue la tête, recule d'un pas, en larmes. Non, vous n'avez pas le droit. C'est ma fille. Un des policiers s'avance lentement. Luna, les larmes aux yeux, murmure. Chloé, s'il te plaît, obéis. Ne rends pas les choses pires. Chloé tremble, le souffle court, et finit par lâcher la main d'Elena, bouleversée. L'enfant est conduite vers Luna, confuse et en pleurs. Alors qu'elle tente encore d'expliquer, un policier s'approche par derrière et pose délicatement une main sur son épaule. Ça suffit, madame. Chloé ferme les yeux, une larme roule sur sa joue. Dans le vacarme des sirènes et les cris des passants, elle murmure. Je voulais juste la protéger. Une image poignante, celle d'une mère déchirée à genoux sur le trottoir, regardant s'éloigner sa fille, pendant que la loi, froide et implacable, referme son étau. Et voilà l'épisode 484 se referme comme une porte qui claque au visage de tous ceux qui espéraient encore un rayon de lumière dans ce Mistral tourmenté. À mesure que les intrigues s'entrecroisent, une évidence s'impose, personne n'en sort indemne. Baptiste, fragilisé, se débat dans un piège qui se resserre. Chloé, elle, vient de franchir le seuil d'un désespoir dont on ne revient pas si facilement. Quant à Géraldine et Yann, leur plan avance comme une ombre froide, méthodique, prête à écraser tout ce qui se trouve sur son chemin. Au cabinet bataille, Apolline réalise que les choix qu'elle fait aujourd'hui vont définir, peut-être briser, son avenir professionnel et personnel. Et pendant que Vanessa Kepler voit son empire s'écrouler sous les yeux d'Ulysse, un monde entier bascule, laissant derrière lui les débris d'une loyauté qui ne tiendra peut-être pas jusqu'au lendemain. À la résidence Massalia, la légèreté n'est qu'un voile fragile posé sur les tensions du moment. Car tout le Mistral le sent, quelque chose de plus grand, de plus sombre se prépare. L'effondrement de Charles, le mensonge de Géraldine, l'enquête du PNF, la panique de Chloé, rien n'est isolé. Tous ses fils se rejoignent, lentement, inexorablement, vers un centre noir encore invisible. Et tandis que Chloé s'effondre sur le trottoir, arrachée à sa fille sous les gyrophares, l'épisode nous laisse avec une seule certitude. Le pire est peut-être encore à venir. Les masques vont tomber, les alliances vont se briser, et lorsque Charles sortira ou ne sortira pas du coma, il pourrait bien révéler la vérité ou déclencher un chaos encore plus vaste. Merci d'avoir suivi cette analyse avec moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner,
à liker et à partager, parce qu'ensemble, on va continuer à décortiquer chaque pièce de ce puzzle brûlant. On se retrouve très vite pour l'épisode suivant. Prenez soin de vous et préparez-vous, au Mistral, rien n'est jamais terminé.